D'années, bien 20 ans que j'ai quitté, comme le rappelait Françoise, que je remercie d'ailleurs pour son accueil, l'organisation de toute cette réunion en fait. Je vous remercie aussi d'être là, venu en nombre. Ça me touche beaucoup. Donc je suis touché à plusieurs degrés. Donc Metz est une ville où j'ai vécu pendant 3 ans. C'était à la fin des années 90. Je travaillais effectivement à la ville de Metz. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé ma thèse de doctorat à Paris en sciences économiques. Et manquant de financement, j'ai été obligé de chercher du travail. Et donc j'ai trouvé du travail après avoir terminé Sciences Po Paris. J'ai trouvé du travail au cabinet du sénateur-maire à l'époque de Metz, Jean-Marie Roche, et je travaillais plus directement avec Madame Grisbeck. Je ne sais pas s'il est toujours là. Personne n'est parfait. Je suis parti au bout de quelques mois, enfin au bout d'un an en l'occurrence, mais je suis quand même resté à Metz et j'ai soutenu ma thèse de doctorat donc à Metz, co-dirigée entre mon directeur de recherche parisien et le doyen de la faculté de Metz. Et ça a été la première thèse de sciences économiques enregistrée à l'université de Metz en 1999, le 24 mars. Elle est d'ailleurs en ligne si ça vous dit. Bon, elle fait 150 pages, donc elle fait 550 pages. Donc je ne vous en voudrais pas si vous n'allez pas jusqu'au bout. Mais voilà, c'est une région qui m'a marqué et que je prendrai vraiment plaisir à revenir voir aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que j'ai eu une séance de travail avant-hier avec Marine, donc elle sait que je suis là, et de sa part, je vous présente donc toutes ses plus cordiales salutations, également ses remerciements pour votre mobilisation, ses remerciements également pour votre engagement, pour votre fidélité. Donc ça la touche beaucoup, et elle m'a personnellement chargé de vous transmettre ce message de remerciement et de gratitude pour tout ce que chacun d'entre vous fait pour le mouvement. Merci. Voilà. Alors je ne sais pas si tout le monde me connaît ici, parce que bon, je ne suis pas une rockstar non plus, donc vous avez le droit de ne pas me connaître. Qui ne me connaît pas? Vous voyez? Alors en fait, je vais d'abord commencer par vous dire un peu mon parcours, également pourquoi je me suis engagé auprès de Marine d'abord, parce que c'est vraiment la personne que j'ai rejoint avant de m'engager dans le mouvement, toujours aux côtés de Marine, mais dans le mouvement. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis arrivé à l'âge de 8 ans en France, sans savoir parler un seul mot de français. Je suis arrivé dans la ville de Mulhouse, donc toujours dans l'est de la France. Et pour la petite histoire, j'ai gardé un accent alsacien pendant très longtemps. Bon, maintenant, il ne se voit plus, il ne s'entend plus. Et c'est une maîtresse d'école alsacienne qui m'a accueilli à Mulhouse et qui m'a appris le français en me faisant des cours particuliers de français en même temps qu'elle faisait cours au reste de la classe. Cet exemple, je l'ai rappelé hier à l'émission de Hanouna, en disant que c'était possible parce qu'en fait, il n'y avait que 2 étrangers sur une classe de 34 élèves. Et donc effectivement, dans ces conditions où l'immigration est homéopathique, eh bien c'est possible d'assimiler les gens. C'est l'inverse. Ce qui n'est pas le cas quand vous avez 33 étrangers et un élève français, c'est l'élève français qui s'assimile en fait aux 33 autres. Et donc très rapidement, j'ai gravi les échelons. J'ai très rapidement appris à parler le français. La maîtresse d'école a remis mon pupitre au milieu du reste de la classe. Et puis, j'ai bougé à Paris, j'ai fait mes études, etc. Et pour la petite histoire, quand j'ai eu le concours de l'ENA, quand je l'ai appris en tout cas, c'est-à-dire le vendredi 13 décembre 2002, je m'en souviens parce que c'est des dates qui ne s'oublient pas, eh bien le début de la semaine d'après, j'ai téléphoné à l'école du Mulhouse où il y avait toujours la même maîtresse dans la même 9e. Pour lui dire que le petit Égyptien qu'elle avait accueilli 25 ans plus tôt, à qui elle faisait des petits découpages d'objets usuels pour lui apprendre à parler français, était devenu énarque. Voilà mon histoire. Et donc, en fait,
je n'ai eu de cesse, si je dois résumer le combat et mon engagement auprès de Marine, et mon engagement dans le mouvement national et patriote qu'est le Rassemblement national, c'est que je souhaite en fait rendre une partie, parce qu'il faudrait plus d'une vie pour rendre la totalité, une partie de la dette morale que je dois à la France. Et donc, ce qui m'anime d'une certaine façon, c'est pas tellement l'ambition politique de pouvoir avoir des postes, etc., parce que je pense que vous avez compris que quand on a une carrière de haut fonctionnaire et qu'on devient énarque, on appartient un peu à ce qu'on appelle la noblesse d'État. Donc voilà, j'aurais pu dérouler une carrière tranquille au sein de l'administration d'État, finir directeur d'administration centrale, finir payé comme un ministre africain, et voilà. Alors la question c'est qu'allait-il donc faire dans cette galère? Eh bien, la réponse est très simple, c'est que moi je ne suis pas de ceux qui, une fois qu'ils ont reçu, disent aux Français ciao, merci les gars, merci d'avoir joué, vous avez payé mes études, vous avez fait de moi ce que je suis devenu, maintenant j'ai une vie tranquille et vous, démerdez-vous. Non, moi je suis quelqu'un qui rend toujours en fait la dette qu'il doit, qui paye toujours la dette qu'il doit, fût-elle morale, et donc j'ai choisi de me lancer dans le combat politique, effectivement pour rendre encore une fois une partie de ce que la France que vous incarnez aujourd'hui, ce soir, m'a apporté. Donc voilà, donc je suis en fait à votre service pour essayer de faire triompher la France et surtout de faire en sorte que la France redevienne ce pays que nous portons tous dans notre cœur. Paul Valéry disait « Nous ne pouvons agir qu'en nous mouvant vers un fantôme ». Et je crois que le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que la France étant devenue le fantôme d'elle-même, eh bien, l'énergie qui nous anime et qui nous fait agir, c'est justement de faire en sorte que ce fantôme devienne une réalité. Et que la France redevienne ce pays que nous avons tous connu, que moi j'ai connu, que vous avez connu, où il faisait bon vivre, où nous avions notre identité, où il y avait une légèreté, où il y avait un humour, où les gens rigolaient de tout et de rien. Et je crois qu'il n'est pas de combat plus noble que celui que de se battre pour son pays. Alors se battre pour son pays, ce n'est pas nécessairement dans une guerre. C'est se battre pour son pays, pour l'idéal que nous avons de notre pays. Alors je sais combien d'entre vous, et je parcours suffisamment de fédérations pour le savoir, beaucoup doutent, beaucoup se disent, mais bon sang, ça fait des dizaines d'années pour les plus anciens, plusieurs années peut-être pour les plus jeunes, que nous nous battons, et à chaque fois, c'est un espoir déçu. D'abord, l'espoir est toujours déçu quand on perd, c'est sûr. Maintenant, si on regarde un petit peu de manière dépassionnée, si, pour ceux d'entre vous qui étaient dans ce mouvement dans les années 90, j'avais dit que nous serions un jour, écoutez-moi jusqu'au bout, au deuxième tour de l'élection présidentielle, avec un calme absolu dans les rues, où les gens se préparent pratiquement à notre arrivée. Vous m'auriez dit, ça va pas, non? Eh bien, c'est arrivé. C'est arrivé. Donc, nous progressons, et on voit bien que la réalité nous donne chaque jour raison sur tout ce que nous disons. J'ajoute que nos adversaires qui mobilisent toujours le monde pour nous ringardiser, eh bien aujourd'hui nous avons un atout majeur, c'est que nous pouvons nous mobiliser le monde pour les ringardiser eux. Parce que le monde, cette mondialisation dont ils parlent, c'est quoi le monde aujourd'hui? C'est Trump, c'est le Brexit, c'est Salvini, c'est Modi en Inde, c'est Bolsonaro au Brésil, sans parler
de tous les autres pays qui n'ont jamais quitté ce monde-là, la Chine, la Russie, etc., ça fait beaucoup. Donc pour la première fois depuis 40 ans, nous n'avons plus le vent en face, nous l'avons dans le dos. Donc la question, désormais, c'est pas si nous allons arriver au pouvoir, c'est quand. Et c'est très bientôt, parce que personne ne peut croire que la France peut rester à l'écart de ce grand mouvement mondial qui est en train de faire basculer les pays les uns après les autres, tels des dominos, dans ce nouveau modèle politique et économique du retour de la frontière, du retour des identités, du retour de la protection, du retour du volontarisme politique. La France n'y échappera pas pour longtemps. Je vais vous donner un exemple simple, mobilisé dans une histoire récente, qui va vous expliquer exactement ce qui se passe. Au tournant des années 80, deux pays ont donné le coup d'envoi du monde que nous connaissons aujourd'hui, qui est en train de se terminer d'ailleurs. L'élection de Margaret Thatcher et l'élection de Ronald Reagan. Ces deux pays ont ouvert ce qu'on appelle le paradigme néolibéral, cette mondialisation, ce sans-frontiérisme, ce libre-échangisme, cet immigrationnisme un peu plus tard. Et le hasard a fait que ce sont ces deux mêmes pays qui referment cette parenthèse 40 ans après, par le Brexit et par l'élection de Donald Trump. Je reviens en arrière. Tournant des années 80, le monde entier est en train de se convertir à la mondialisation néolibérale. Comment se comporte la France? À contre-pied. La France en 81 vote pour Mitterrand sur un programme qui date des années 60. C'est-à-dire l'étatisation, la nationalisation des entreprises, etc., à l'heure même où le monde est en train de privatiser, de déréguler, de décloisonner, de désintermédier. Exactement la séquence inverse se passe en 2017. Pendant que les deux pays referment la parenthèse de la mondialisation néolibérale et se convertissent au volontarisme politique, à la protection de la frontière, etc., la France, encore une fois, à contre-pied, vote pour un candidat bariolé en Nouveau Monde, mais qui représente toutes les rentes qui ont gouverné la France pendant 40 ans, agglutinées autour de lui, tels les naufragés du Titanic sont agglutinés autour des chaloupes qui, à l'époque, rappelez-vous, étaient réservées d'abord aux premières classes. Je reviens en arrière 40 ans. Lorsque Mitterrand est élu en 81 sur ce programme, à contre-pied de ce qui se faisait dans le reste du monde, il se disait, ben moi, je vais pouvoir continuer à dérouler mon programme tranquille, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qui se passe en 83? De 81 à 83, la seule chose à laquelle on assiste, c'est l'échec absolu du programme socialiste sur lequel a été élu Mitterrand. Et donc, en 83, dans ce que, peut-être vous le savez, on a appelé le virage de la rigueur, en fait, c'est quoi le virage de la rigueur? C'est que Mitterrand aligne la doctrine économique, politique et sociale de la France sur ce qui se fait dans le monde. La libéralisation de l'économie française, c'est la gauche. La mondialisation financière, c'est la gauche en France. Les lois bancaires de 84 à 86, c'est du temps de la gauche. C'est ça qui désintermédie, qui décloisonne, qui dérégule les marchés financiers et qui incorpore la France dans ce grand magma, ce grand marché mondial. Donc on voit bien que tout Mitterrand qu'il était, alors même que c'est un type coriace, madré, qui a vécu la guerre, qui a été... enfin bref, il n'a pas pu tenir. Donc en fait, la question aujourd'hui, c'est comment Macron, qui a été élu sur un programme de l'ancien monde, va pouvoir avoir son 1983 en quelque sorte. Et on voit bien que la crise des Gilets jaunes, c'est une demande, parce que le peuple français est quand même un peuple qui a un certain niveau d'éducation, qui maintenant avec les réseaux sociaux, etc., le peuple français voit ce qui se passe à travers le monde. Et d'une certaine façon, la crise des Gilets jaunes, c'est l'expression qui vient du tréfonds du peuple français qui réclame
ce que plusieurs autres pays ont déjà obtenu, c'est-à-dire la visibilité du citoyen français. Parce que ces 40 dernières années, la notion de citoyen, votre citoyenneté française, ne vous donne accès à rien. Eh bien oui, si vous êtes que citoyen, il faut vous pousser, vous effacer. Par contre, si vous êtes membre d'une minorité, et encore pire, encore mieux, pardon, si c'est une minorité victimisée, là vous avez tous les droits. Alors on va me dire, ouais mais toi tu es membre d'une minorité aussi. Je fais oui, oui. Moi on m'a appris que la diversité avait tous les droits. Alors j'ai pris le droit d'être patriote et national et de m'engager au Rassemblement national. Ah mais c'était pas prévu ça. Bah merde alors. Et donc en fait, le citoyen français exprime à travers la crise des Gilets jaunes, ce citoyen français qui était invisible des radars de la politique. La gauche a abandonné l'ouvrier français. La gauche a abandonné l'ouvrier français. Pourquoi? Cet ouvrier français, dont les élites, qui sont tous les étudiants de mai 68, arrivés au pouvoir en 81 dans les wagons de la gauche, rappelez-vous en mai 68, les petits étudiants de Saint-Germain-des-Prés, dont la seule revendication historique et sociale était celle du droit à forniquer dans les dortoirs des universités, proposent à ce qu'on appelait la commune ouvrière, qui, elle, les ouvriers se battaient pour l'amélioration de leurs conditions de vie, les améliorations salariales, etc., de faire cortège commun et de faire cause commune. Et les ouvriers à l'époque ont dit, non, attendez, vous jouez à la petite révolution, nous, on est là pour remplir le frigo, quoi. Donc non. Et là, ils en ont senti comme une espèce de dépit amoureux. Et donc, en fait, une fois arrivés au pouvoir, ils ne vont avoir de cesse que de faire payer à l'ouvrier français ce manque de proximité idéologique avec eux. Donc, l'ouvrier français doit s'effacer. Et nous pouvons nous enorgueillir d'être le premier parti ouvrier de France parce que, pour reprendre une phrase de l'Évangile, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est les gens qui sont les plus faibles qui ont besoin qu'on les soutienne, qu'on les représente, qu'on porte leurs revendications. Et donc, notre mouvement peut s'enorgueillir d'être le premier parti ouvrier de France. C'est une grande fierté pour moi de représenter des gens. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a à peu près 1 an et qui m'a réellement bouleversé. J'ai rencontré un ami d'enfance qui, lui, avait roulé sa bosse et était devenu cadre dirigeant d'une grande banque française. Et donc, il m'interpelle dans la rue et il me dit « Ah, j'ai suivi ton parcours, mais enfin, c'est quand même bizarre. Pourquoi tu t'engages avec ces gens-là enfin, quand même... Et donc, bon, j'essaye de lui expliquer, etc. Je lui dis, écoute, voilà, moi, c'est mon histoire, j'aime la France, et effectivement, l'idée que je me fais de la France, elle est le mieux représentée au Rassemblement national. Et donc, pendant que je lui parle, il y a un éboueur de la ville de Paris, qui est en train de nettoyer le trottoir, et je vois, il s'approche de moi comme ça, il me regarde, il me dévisage, il me dit, excusez-moi, monsieur, je vous ai vu à la télé, non ? Vous n'étiez pas chez Pascal Praud avant-hier? Alors je fais oui, c'est bien moi. Il me dit ah, formidable. Alors il me fait plein de compliments et tout. Et il me dit c'est très bien, on est très content de vous entendre à la télé, etc. Je fais écoutez, je vous remercie et tout. Et donc en fait, le type avec qui j'étais en train d'expliquer pourquoi je m'engageais, finalement il avait un cas pratique quoi, devant lui. Et à la fin, et c'est ça le plus bouleversant, j'en ai encore toujours la chair de poule quand je le raconte, cet homme modeste me prend par le bras, il me dit « J'ai quelque chose à vous demander, monsieur. » Je lui dis « Allez-y. » Il me dit « Je vous en prie, ne nous abandonnez pas. » Eh ben, ça, je veux dire, j'ai trouvé dans cette parole et dans ce geste et dans cette posture de l'énergie pour le combat politique d'une vie. Donc nous sommes là pour effectivement donner une voix à ceux qui n'ont plus de voix, à ceux qui ont été accusés d'être des lépreux, à ceux qui ont été accusés d'être des Gaulois réfractaires,
à ceux qui ont été accusés d'être des moins que rien. C'est ceux-là que nous représentons. Des illettrés. Des illettrés, exactement. Des sans-dents, pour reprendre une phraséologie antérieure. Donc, voilà pourquoi nous nous battons. Et donc, quand nous avons cette formidable responsabilité devant ce peuple français qui attend tant de nous, nous ne pouvons pas flancher. Je ne pouvais pas dire à cette personne, vous comprenez, je suis un peu désespéré. Non. Je lui ai dit non, je vais continuer à me battre, c'est dur. On affronte des forces opposées. Mais pour la première fois dans l'histoire, on a le monde entier qui est en train de s'aligner sur quoi. Enfin, pardon. Il est en train de s'aligner sur ce en quoi nous croyons depuis tant d'années. Il ne faut pas vous imaginer que l'idée que nous avons de la France, jadis a été majoritaire et qu'aujourd'hui, elle est minoritaire. Ça n'est pas vrai. Dans l'histoire de France, l'idée que nous avons de la France a été en réalité quasi en permanence portée par une minorité. Parfois réduite à une seule personne, en la personne de Jeanne d'Arc, qui à elle seule a réussi à galvaniser tout un pays. Eh bien nous savons depuis 2017 que nous sommes 11 millions de Jeanne d'Arc. Donc si Jeanne d'Arc toute seule n'a pas désespéré, à 11 millions, on ne peut pas désespérer parce que les 11 millions d'hier, ça sera 22 millions demain. Mais la seule chose, c'est qu'il faut y croire, il faut continuer à travailler, il faut continuer à convaincre. Et aujourd'hui, vous avez des tas d'exemples. À l'étranger, je vais vous donner des exemples simples avec lesquels vous pouvez convaincre les gens, parce qu'il ne faut pas essayer de rentrer dans des grandes démonstrations. Je vais vous prendre 2 exemples. Jusqu'à présent, nos responsables politiques nous expliquaient qu'en matière économique, on ne pouvait rien faire. Que le seul rôle du responsable politique, c'est de gérer en aval les conséquences de phénomènes qu'il dépasse. D'accord ? Un peu comme le paysan du Moyen-Âge, en fait. C'est-à-dire, il y a la météo, et la récolte dépend de la météo, mais lui-même n'a pas prise sur la météo. Donc l'économie devient comme la météo. C'est-à-dire ça devient une science naturelle, c'est des forces extérieures, obscures, qu'on ne maîtrise pas, qui décident pour nous, et le rôle du politique, c'est juste de gérer humainement les conséquences en fin de chaîne, par exemple de trouver des reclassements pour les ouvriers, ou trouver des stages de formation, parce que forcément, la fermeture de l'usine elle-même, le politique ne peut rien faire dessus, c'est pas son affaire, c'est des choses qui lui échappent. Dernier exemple en date, Blanquefort. On peut prendre aussi Ascoval, hein, même topo. L'usine de Blanquefort, c'est une usine Ford qui fabrique des boîtes de vitesse. Il bénéficie de crédits publics, État, région, etc., en 2012 pour maintenir l'activité sur le site. Il fabrique des boîtes de vitesse. Il décide de fermer. Le ministre Bruno Le Maire va les voir en disant « Attendez, vous avez bénéficié d'aides publiques, quand même, ça ne se fait pas. » Il dit « Oui, mais vous savez, quand même maintenu le 2012, on est en 2019, on a quand même maintenu quelques années, quoi. On s'est engagé ad vitam aeternam à maintenir l'emploi. Hein, Ok, alors attendez, on va vous trouver un repreneur. On s'active, au bout du compte, on trouve un repreneur, une société belge, Punch Power Grid, pour ne pas la citer, qui dit « Moi, je vais arriver, je vais maintenir le site et je vais, sur 850 emplois, je crois, en garder 400. » Pas si mal. Là, la direction de Ford répond « Attendez, vous n'avez pas compris, là. Nous, on ne veut pas maintenir le site. On veut débarrasser et se barrer en Pologne. » Bruno Le Maire, pétri de témérité et de courage, lui dit « Vous ne pouvez pas faire ça !» Et Ford lui dit « Mais attendez, on va le faire, vous allez faire quoi ?» Il dit « Oui, mais c'est pas bien. » Ouais, je sais, ouais, mais on va le faire quand même. « Ah oui, mais vous avez abusé de notre parole. » Ouais, effectivement, ouais, mais on va le faire. Résultat des courses, il trépigne, il tape du poing sur la table, Il s'en va. Il bouge tellement de menton qu'on a le vent du ventilateur qui arrive sur nous. Et puis finalement, rien. Maintenant, alors,
ce système-là, Bruno Le Maire, Macron, il dit mais l'État ne peut rien faire. Nous avons tout essayé, c'est comme pour le chômage. Nous avons tout essayé. D'accord? Attendez, rendez-vous compte, le ministre en personne s'est déplacé sur Blanquefort. C'est pas rien. Ouais, mais il n'a rien fait. Maintenant, exactement le même exemple avec la même entreprise. Le hasard fait bien les choses. Usine Ford aux États-Unis. Je crois 3000 emplois ou même plus. Ford dit, bah écoutez, de l'autre côté de la frontière au Mexique, là c'est quand même sympa, les ouvriers sont payés 30% moins cher. Donc si on met l'usine de l'autre côté de la frontière, pas très loin, on économise 30%, et même si on compte les coûts de transport pour ramener aux États-Unis, on sera toujours gagnant. Résultat des courses, on ferme. Là, Donald Trump arrive et leur dit excusez-moi, là, juste avant que vous fermiez, j'ai juste une question à vous poser. Vous écoulez combien de bagnoles là, sur le marché américain? 2,5 millions de bagnoles. Bah, est-ce qu'il ne serait pas exagéré de dire que si vous mettez votre production au Mexique, on va appliquer des droits à la réimportation de 20% sur les bagnoles Ford en provenance du Mexique. Et là, c'est Ford qui dit, mais attendez, vous ne pouvez pas faire ça. Et Trump dit, ouais, mais je vais le faire quand même, vous allez faire quoi? Allez, vous n'avez pas le droit. Ben si, je vais le faire. Ah bon, alors attendez un instant. Il se réfugie au conseil d'administration, ils réincorporent dans leur calcul économique les 20% de taxes que Trump va faire. Il dira, putain, mais ça coûte beaucoup moins cher du coup de le garder aux États-Unis. Ah ben, on va le garder. Voilà la différence entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et la Pologne, c'est le marché. La Pologne, c'est le marché commun. Justement, c'est pour ça que nous nous battons contre la concurrence déloyale, qu'elle provienne de l'extérieur de l'Union européenne, et bien sûr que nous allons négocier avec nos partenaires, parce que vous savez, ce que vous dites là, c'est vachement important. Vous savez que ce que vous êtes en train de dire là, c'est pratiquement l'une des principales explications du Brexit. Vous savez pourquoi le Royaume-Uni est parti? Parce que ça, personne ne vous en parle. Toute l'affaire a commencé lorsque David Cameron est allé voir Tusk et Juncker en leur disant, bon écoutez les gars, moi j'ai un problème là. J'ai un problème parce que justement en raison du marché commun, c'est-à-dire de la libre installation, des travailleurs détachés, etc., moi j'ai les Britanniques qui gueulent quoi. Ils ne supportent plus cette concurrence permanente de type prêt à bosser au lance-pierre, il y a une pression à la baisse sur les salaires, les Britanniques trouvent qu'il y en a trop. Qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, Grande-Bretagne, nous demandons à l'Union européenne des aménagements en matière de libre installation des travailleurs au titre du marché commun. Donc en fait, ils demandent une dérogation au marché commun. Tusk et Juncker ils disent, attendez, ça va pas, non? Bien sûr qu'on va pas faire ça. Le marché commun, il y a tout à prendre ou tout à laisser. Cameron dit, bon bah ok, moi je vais faire un référendum alors. Et là, il croit que les autres vont dire, oh non, putain, fais pas de référendum, ok, on va te donner ce que tu veux. Vas-y, fais. Persuadé que ça allait gagner. Et donc en fait, le référendum sur le Brexit, enfin la décision du Brexit, a été prise sur ce seul point. Les Britanniques ont voté le Brexit parce qu'ils en avaient assez de cette concurrence déloyale au sein même du marché commun qui leur portait un tort énorme. Et donc ils ont voté pour sortir. Et c'est en réalité, si on réinterprète les choses dans le bon sens, en la mettant dans le bon sens, c'est en réalité l'intransigeance absurde de l'Union européenne qui a poussé les Britanniques dehors. Et donc nous ne voulons plus de cette Union. L'Union européenne, ce sont des institutions qui ont été imaginées pour servir les peuples. C'est pas au peuple de servir les institutions européennes. Lorsque De Gaulle a pris le pouvoir en 1958, alors même que toute la tambouille fédérale avait été mise en route, il avait réussi à faire plier le projet pour essayer d'en tirer le meilleur parti. À l'époque, c'était les 6, économie à peu près comparable, etc. Nous refusons que les peuples soient la chair à canon
des institutions européennes et soit la chair à canon d'idéologies qui ne les respectent pas. Parce que, en fait, c'est ça qui décourage et qui dégoûte les peuples européens de l'Europe. Et quand Marine dit que l'Union européenne est la principale ennemie de l'Europe, le Brexit en est une preuve magistrale. Comprenez? Donc, c'est une excellente transition pour me permettre de venir à notre projet européen. Là, c'est pareil. Je parlais tout à l'heure du découragement. Beaucoup aussi sont déroutés. Mais que s'est-il passé? Moi, je reçois des dizaines de messages tous les jours sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais vous avez abandonné le Frexit et gna 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 gna. Attention. D'un strict point de vue théorique, Asselineau a raison. Parce que on dit les Frexiteurs, le seul qui connaît à peu près bien son sujet, là-dessus, sur le Frexit, d'un point de vue théorique, c'est Asselineau. Sauf que le problème, c'est qu'il n'a pas compris que nous n'étions pas une unité de recherche du CNRS. On fait de la politique. Et le but de la politique, c'est quand même de prendre le pouvoir. Parce que si vous ne prenez pas le pouvoir, vous pouvez avoir raison, mais vous n'avez pas le pouvoir, donc vous ne pouvez rien faire. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est plus fondamental, c'est qu'il n'est de politique que de circonstances. En 2017, si Marine avait été élue présidente de la République, elle aurait pu arriver à la table du Conseil européen et dire « Moi, je veux une Europe des nations, je veux qu'on modifie les traités dans le sens d'une meilleure reconnaissance des États-nations, d'une meilleure concurrence, une concurrence moins déloyale entre les pays européens. Je veux des nouvelles règles de gouvernance pour la zone euro, pour que l'euro ne fonctionne pas exclusivement à l'avantage de l'Allemagne. » Sauf que là, autour de la table, vous auriez eu 28 partenaires qui vous auraient dit « fume ». Parce que c'était tous des Macron à l'époque. D'accord? C'est pour ça que je reviens à mon descriptif un petit peu géopolitique du début de mon propos. Nous sommes encore une fois dans une phase de changement de modèle. On est en train de quitter un modèle. Vous voyez bien que les pays tombent comme des dominos les uns après les autres dans un nouveau monde, le vrai nouveau monde, hein, pas le nouveau monde peinturluré de Macron, non, le vrai nouveau monde, celui de la frontière, du volontarisme politique, du retour des identités, etc. On voit bien, en 2017, il n'y avait pas Salvini. Et je crois qu'il n'y avait même pas les Autrichiens. On voit bien que progressivement, soit des partis qui pensent comme nous arrivent au pouvoir, soit ils sont en train de grignoter des petites minorités qui deviennent des grosses minorités et pour demain devenir des majorités dans leurs parlements respectifs. Donc il n'est pas totalement absurde. Tout à fait, Jean. Mais je termine, après on posera les questions. Donc il n'est pas tout à fait impossible de dire que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, la coloration politique de l'Europe sera telle qu'on pourra avoir autour de la table des gens, des représentants qui pensent comme nous, parce que l'Europe est un projet politique qui dépend toujours des politiques. Donc lorsque les politiques sont tous néolibéraux et tous fédéralistes, le projet européen s'oriente vers un truc néolibéral et fédéraliste. Mais si demain, il y a des majorités qui sont autres, le moteur politique, le logiciel politique de chacun des pays qui constituent l'Union européenne étant ce qu'il est, on pourra avoir l'espoir de changer l'Europe. Attention, il s'agit juste d'un essai. C'est-à-dire qu'il est hors de question de se laisser enferrer. Si on est au pouvoir, et si à ce moment-là, nous pouvons, avec ce que seront nos alliés à ce moment-là, changer l'Europe de l'intérieur, parce qu'ils vous disent « Ah ouais, mais il faut l'unanimité pour changer l'Europe ». Au passage, pour faire l'Europe fédérale de Macron, il faut aussi de l'unanimité, il faut aussi changer les traités. Donc eux n'expliquent jamais comment ils vont le faire pour aller dans le sens fédéral. Par contre, ils nous demandent à nous de nous justifier comment nous allons faire pour modifier les traités dans notre sens. Mais non, si vous pouvez modifier les traités dans le sens du fédéralisme, vous pouvez aussi les modifier dans l'autre sens. Donc c'est pas plus incroyable dans un sens que dans un autre. Si jamais ce projet-là ne fonctionne pas et qu'on voit que, malgré tout, ce machin, comme disait l'autre, est irréformable, très bien.
à ce moment-là, on fera un constat amiable, un divorce amiable, en quelque sorte. Parce qu'on vous dit, ah ouais, mais c'est pas possible de changer de monnaie. Non mais les gars, ils ont la mémoire courte. Bien sûr que c'est possible de changer de monnaie, on a changé dans les années 90. On a abandonné une monnaie vieille de 800 ans, qui était le franc, et on est passé à l'euro. Je suis bien placé pour le savoir, puisque justement, moi, quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat, c'était entre 94 et 99, j'ai assisté à toute la mise en place de ce qu'on appelait à l'époque l'union économique et monétaire. Un changement de monnaie, c'est possible. Il faut juste... Quand le traité de Maastricht a été voté le 20 septembre 92, il est rentré en vigueur le 1er janvier 93. Quelle est la date à laquelle les euros ont été en circulation en France? 2002. Avant. Alors, ça fiduciaire, et après les pièces et les billets. 1er février, 1er janvier 2002. Mettons 2002. Donc de 93 à 2002, combien d'années? 9 ans. Voilà. Donc les mecs qui vous disent on est élu le 7 mai, le 8 mai on sort, c'est de la foutaise. D'abord parce que une décision de politique monétaire, déjà, elle ne s'annonce jamais à l'avance. Quand n'importe quelle banque centrale au monde prend la décision de modifier son taux directeur de 0,05%, cette décision est prise dans le cadre d'un conseil de politique monétaire dont le secret est plus épais qu'un conseil de politique de défense. Je ne sais pas si vous imaginez, pour une toute petite décision. Imaginez que vous annoncez, avant d'arriver au pouvoir, que vous allez sortir, vous allez pétarder la zone euro. Si vous arrivez premier au premier tour, là, ça va être le cataclysme. Les gens disent, bon, ok, ils sont premiers, donc ils vont arriver. Avant qu'ils arrivent, ils vont faire un contrôle d'échange, etc., pour protéger. Hop, je sors mon pognon. Et là, vous avez des crises de spéculation. Et évidemment, il ne va pas falloir compter sur les gens qui sont au pouvoir pour prendre les mesures de sauvegarde pour protéger votre économie. Au contraire, ils seront bien contents de laisser le bordel. Vous voyez, ces gars-là, là, les amateurs, là, ils sont pas encore au pouvoir, que c'est déjà la merde. Vous voyez? Donc, c'est possible. On va avoir une phase d'essai. On va compter sur l'arrivée au pouvoir de majorités qui nous ressemblent pour se donner une chance, parce que c'est quand même un truc qu'on construit depuis longtemps, pour se donner une chance, eh bien, de modifier, de changer l'Europe de l'intérieur avec des partenaires qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Maintenant, on ne sait pas, on ne peut pas non plus tout prévoir à l'avance. C'est notre volonté. Mais nous ne sommes pas fermés à ce que si jamais, encore une fois, c'est pas possible de faire autrement, eh bien on verra, on avisera à ce moment-là. On est dans la politique des circonstances, on n'est pas dans des doctrines a priori. La doctrine a priori, rappelez-vous de ce que c'est dans l'art militaire, la doctrine a priori, c'est ce qui a conduit la France au désastre de mai 40. Nous sommes dans la théorie des circonstances. Donc on est au pouvoir avec cette volonté-là et on va décider au gré des circonstances. On ne peut pas prévoir comment vont réagir nos partenaires, quelles seront les majorités, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que nous serons intransigeants sur la défense de la France, parce que je vais vous dire quelque chose. Les problèmes que nous connaissons aujourd'hui en France, ce n'est pas des problèmes juridiques. Les gens vous disent, ah ouais, mais c'est l'Europe, c'est la Commission. Les Frexiteurs, c'est les premiers à dire ça. On ne peut pas faire parce que, vous savez, la Commission européenne nous l'interdit. Mais c'est comme pour Blanquefort tout à l'heure, et comme pour l'usine de Ford aux États-Unis. Si vous avez un vrai gouvernement national à la tête de la France, qui dit, moi je vais le faire, la Commission va dire, ah oui, mais vous n'avez pas le droit. Ouais, mais enfin, je vais le faire quand même. Ah oui, mais si vous faites ça, eh bien, on va prendre des sanctions financières contre vous. Ouais, on ne va pas les payer. Et tu vas faire quoi? Enfin, la Commission de Bruxelles, combien de divisions? Et donc, en réalité, le problème, c'est que nous n'avons pas... Ils veulent tout privatiser, les macronistes. Nous, il n'y a une seule chose qu'on veut nationaliser, c'est la tête de nos élites. Lorsque nous aurons à la tête de la France une élite qui n'aura pour alpha et pour oméga que le seul intérêt supérieur de la patrie, eh bien la France changera et l'Europe changera aussi, parce que le problème, il est politique avant tout.
Le problème, c'est que nous avons à la tête de la France des gens qui n'ont pas le logiciel national, qui ont un logiciel européiste et mondialiste. Donc quand ces gens-là vont nous représenter en Europe, ils ne font que saborder la France en croyant construire l'Europe. Ils sabordent, nos élites sabordent la France pour construire l'Europe, pendant que l'Allemagne construit l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne peut le faire? Parce que l'Allemagne ne construit pas l'Europe. Reprenez, je veux juste prendre un exemple. La future chancelière, qui est la potentiel successeur de Merkel, la AKK, la 47, elle a fait une réponse cinglante. D'ailleurs, j'en ai fait une tribune sur le site du Rassemblement. Elle a fait une réponse cinglante à Macron. J'avais intitulé la tribune l'Allemagne renvoie Macron au coin. En fait, elle a dit non à tout. Donc, la gouvernance de la zone euro, des nouvelles gouvernances de la zone euro, elle n'en veut pas, forcément. Ça tourne à son avantage. On va faire un budget européen, dit Macron. Ah non, 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 on va pas faire de budget européen, non. Vous avez compris pourquoi. Parce que budget européen, qui dit budget européen, dit mutualisation des dettes et des dépenses. Et donc ça veut dire qu'en fait, le contribuable allemand, on va le forcer à se sentir solidaire du citoyen grec, ou du citoyen français, ou du citoyen italien. Non merci. C'est là où on découvre qu'en fait, derrière la solidarité européenne et ces mots grandiloquents, les logiques nationales sont en réalité toujours à l'œuvre. C'est que nos élites qui n'ont pas compris ça. La seule chose à laquelle elle dit oui, c'est le porte-avions européen. Ben ouais, c'est pas une puissance maritime, ça tombe bien. Donc quand vous lisez, et c'est la clé de lecture, à la fois de l'attitude de l'Allemagne en Europe et de l'attitude de la France en Europe, la clé de lecture allemande, c'est que l'Allemagne ne fait que construire l'Allemagne. Elle enveloppe ses propos de solidarité européenne, mais la réalité derrière ce fatras grandiloquent européiste, l'Allemagne construit l'Allemagne sur le moindre détail et ils ont dans leur tête le seul intérêt de l'Allemagne. Alors que nos élites eh bien, ne défendent pas l'intérêt national français, puisque ce qui est national est nationaliste, et le nationalisme c'est la guerre. Donc on ne va quand même pas défendre la nation. Et voilà comment, on n'a même pas besoin de parler de juridique. Déjà réglons ce volet politique. Déjà faisons monter au créneau pour nous représenter dans les institutions européennes des gens qui ont la France dans la tête et la France au cœur. Voyons comment cette nouvelle élite dirigeante française redevenue nationale, renationalisée, déjà, voyons comment l'Europe à ce moment-là se comporte. Parce que je veux vous garantir que le jour où devant l'Allemagne, il y aura une France qui dira non, l'Allemagne ne pourra plus dire oui. Le problème, c'est que nous sommes dans une logique d'inféodation. Et nous croyons construire quelque chose qui nous dépasse, mais en réalité, nous sommes dépassés par ce qui nous dépasse. Alors que l'Allemagne, elle a les pieds sur terre. Les autres, ils sont gonflés à l'hélium, là, ils se sont envolés je ne sais pas où. Mais l'Allemagne, elle a les pieds sur terre. D'accord ? Et le traité d'Aix-la-Chapelle. On peut... Pareil, c'est très juste. Je vais vous prendre l'exemple de l'immigration. Jusqu'à présent, les hommes, attendez, l'Europe nous interdit en fait d'agir sur l'immigration. Elle nous impose des quotas. Il faut les accepter. Salvini arrive, sans parler des pays de Visegrad, hein, parce que là c'est une autre affaire. Salvini arrive, en un an, il y a, je sais pas, moins 50%, moins 60% d'arrivées. Il éloigne les bateaux arrivent beaucoup moins ou quasiment plus en Italie. Ben, c'est possible alors. Et qu'est-ce qu'a fait l'Europe? Rien. Viktor Orban dit j'en veux pas de vos quotas de merde. Ok, rien. Qu'est-ce qu'a fait l'Europe? On dirait mais l'Europe va sévèrement les punir. Ils vont être exclus de ça et ça et ça, et ils vont être en plus, ils vont en mettre... Que dalle.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le premier moteur pour essayer de construire une véritable Europe, le premier moteur de l'Europe des nations, c'est pas de reformuler des traités juridiques. Le premier moteur de l'Europe des nations, ce sont les nations, c'est-à-dire la politique. La volonté politique est prométhéenne. Je donnais tout à l'heure l'exemple en économie. La volonté politique peut infléchir la réalité économique. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. La volonté politique peut infléchir les phénomènes migratoires que ce système nous présente comme des événements naturels. C'est des origines climatiques. On ne peut rien faire. Sauf qu'ils l'ont fait. Alors là, ils disent quoi? Ah oui, mais c'est fasciste. Bah oui, ils n'ont plus que ça. Et donc, vous allez me dire, oui, enfin, les élections européennes, ok, très bien, mais ça reste le Parlement européen quand même. Enfin, vous n'arrêtez pas de parler tout à l'heure, mais bon, le Parlement européen n'est pas très décisionnaire, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Impossible de le nier. Mais, en 2008, au moment du traité de Lisbonne, vous savez, cette espèce de trahison juridique de la décision du peuple français de 2005, ils se sont dit, maintenant que ce truc-là est passé, octroyons, rappelez cette charte octroyée de la Restauration, octroyons au peuple quelques miettes de démocratie européenne pour montrer combien nous sommes grands. Et donc en réalité, ils ont élargi le champ des compétences du Parlement européen en se pensant eux-mêmes éternels. Et donc par exemple, le Parlement européen est codécideur en matière législative. Le Parlement européen fixe le budget également. Il se prononce dessus. Le Parlement européen adoube la Commission, les membres de la Commission, le président de la Commission. C'est pas rien. C'est pas tout, mais c'est pas rien. Et surtout le symbole. Quel symbole? Allez, rêvons. Si demain vous avez une majorité de députés souverainistes et nationaux au Parlement européen, le symbole est gigantesque. C'est un cataclysme, parce qu'en fait, dans le logiciel de nos élites, c'est au réel de justifier pourquoi l'Europe ne marche pas. Vous voyez le délire? C'est pas à l'Europe de justifier pourquoi elle échoue. C'est la réalité qui doit se justifier des échecs de l'Europe. Eh bien, on va leur infliger, dans le même esprit, le 26 mai prochain, une assemblée qui sera la plus nationale, la plus souverainiste possible. Alors même si on n'arrive pas à la majorité, j'espère qu'on va arriver à la majorité, parce que là, sur tout un tas de choses, par exemple, la Commission européenne, c'est quand même un organe très important. Donc en fonction des membres, des commissaires, du président de la Commission, c'est quand même pas la même chose. Mais même si nous avons 30-40% de cette assemblée qui est alignée sur l'opposition, c'est quand même énorme. Et c'est la première pierre que nous poserons dans l'édifice de cette Europe que nous voulons. D'accord? Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une phase favorable. Je pense que compte tenu de ce qui se passe à travers le monde et compte tenu de ce qui se passe en Europe, nous sommes plus proches que jamais de la victoire. Et je ne vais pas vous dire ayez confiance parce que vous allez vous foutre de moi. Ça a déjà été éreinté. Mais c'est quand même l'esprit de ce que je veux vous dire. Vous savez, c'est normal de douter. Après tout, le patriotisme, c'est une foi. On ne peut pas avoir la foi tout le temps. Enfin, ceux qui sont croyants le savent. Quand on croit en quelque chose, on a des périodes de doute. Et comme disait le grand Bernanos, en parlant de Dieu, plus je m'éloigne de Dieu, plus je comprends pourquoi d'autres s'en rapprochent. Alors moi, en ce qui me concerne personnellement, je préfère une autre phrase de Bernanos. Et je crois que c'est une phrase qui est très explicite quand vous regardez la tronche de certains gauchistes sur les plateaux quand j'y suis. Les nouveaux convertis sont embarrassants. Et pourquoi ils sont embarrassants? Parce que ça ils prouvent
Ils prouvent par leur propre existence que ceux qu'ils se démènent pour détruire existent encore. Ben, moi, je suis effectivement le fruit de cette France. C'est ma France qui a fait de moi ce que je suis devenu. Donc, de par ma trajectoire, en quelque sorte, ma seule trajectoire est indépendamment de moi. C'est pas pour me mettre en valeur et c'est pas pour manquer à l'esprit de modestie que je vous dis ça, mais si vous trouvez que ma trajectoire est touchante, ben en fait, cette trajectoire n'est que le fruit de ce qu'est notre pays, tout simplement. C'est ce à quoi nous croyons tous. Et je terminerai en vous citant cette phrase que j'adore citer parce que à chaque fois j'y découvre des trésors de sensations différentes et de pensées différentes. C'est Romain Gary. Alors le hasard a fait que ma promotion de l'ENA, c'est la promotion Romain Gary. Pour la petite histoire, on a échappé à développement durable. Enfin, alors en fait, ils avaient proposé développement durable et du coup pour casser le truc, j'avais dit mais non, il faudrait quelque chose de plus concret, déchets recyclables au pluriel. Et donc là, ils avaient tout de suite abandonné l'idée et donc on s'était mis d'accord sur Romain Gary parce que c'est un compagnon de la libération, grand résistant, grand français, grand patriote, grand citoyen français, qui disait ces mots que je fais miens ce soir pour conclure mon propos. Je n'ai pas une seule goutte de sang français et pourtant la France coule dans mes veines. Merci.